Bonjour, merci d'être venus si nombreux. Alors, nous accueillons aujourd'hui Hervé Letreut qui va nous faire une conférence intitulée « Les modèles climatiques, aspects mathématiques, physiques et conceptuels ». Cette conférence s'inscrit dans le cadre de l'année internationale mathématique de la planète Terre, dont le lancement a eu lieu aujourd'hui à l'UNESCO. Les modèles climatiques constituent en effet une très bonne illustration de l'utilisation des mathématiques pour la compréhension de notre planète. Bon, Hervé Letreut a été directeur de recherche au CNRS. Il est aujourd'hui professeur à l'université Pierre et Marie Curie et à l'école polytechnique. Il est aussi directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace des sciences de l'environnement. Et il est aussi membre de l'Académie des sciences. Alors Hervé est spécialiste de la modélisation numérique du climat et il a intégré très tôt, en 1978, le laboratoire de météorologie dynamique à l'université, je crois que c'était à l'ENS peut-être, hein, à l'ENS, à l'École normale supérieure, pour faire une thèse sur la modélisation des nuages dans le système climatique. En 1986, il a commencé à s'intéresser à la sensibilité du climat à l'effet de serre additionnel provoqué par les activités humaines. Ceci l'a amené à créer et à animer le pôle de modélisation du climat de l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui a développé un modèle couplé océan-atmosphère pour l'étude du climat et de son évolution future. Ce modèle, qui est désormais développé par plusieurs dizaines de personnes, s'est progressivement amélioré pour intégrer d'autres mécanismes que des mécanismes purement atmosphériques. Il a permis à l'Institut Pierre-Simon Laplace de participer pleinement aux exercices de simulation du climat définis dans le cadre du groupe du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, dont le prochain rapport est attendu en septembre pour le groupe 1 et en 2014 pour les groupes 2 et 3. Voilà, je laisse la parole à Hervé. Merci beaucoup. Je vais donc commencer cet exposé. Là, j'ai mis sur l'écran en attente cette image qui est un des symboles de la modélisation du climat dans notre laboratoire. Elle est due à Laurent Ferred, qui est un des premiers ingénieurs informaticiens qui a contribué à la mise en place de ces modèles et qui a fait cette image qui est reproduite sans son nom à des milliers d'exemplaires sur Internet, dans des journaux, et qui était en testant un logiciel graphique qui était arrivé au laboratoire. Et on reviendra sur le fait que cette image en fait représente de manière assez profonde la physique et la conception des modèles. Alors j'ai intitulé cet exposé « Modèle climatique, aspect mathématique, physique et conceptuel ». Je vais peut-être le prendre dans le sens contraire. Ce que j'ai voulu faire, c'est d'essayer, puisque c'est un exposé qui est quand même destiné à un public assez varié, c'est faire des allers-retours entre l'outil mathématique, et puis des problèmes sociétaux qui sont des problèmes qui se posent aussi par rapport à des finalités qu'on doit définir. Et donc l'outil est tout à fait dépendant de la question qu'on se pose. Et de fait, je vais essayer de développer mon exposé un petit peu à l'envers. Je vais partir des aspects plus conceptuels. Qu'est-ce qu'on veut étudier? Pourquoi on veut l'étudier? Et puis je viendrai ensuite à la mise en place des outils qui ont permis d'avancer dans la connaissance, à la fois du système climatique tel qu'il fonctionne en mode non perturbé par les activités humaines, et puis aussi de la manière dont il peut se modifier et des attentes qu'il y a par rapport à ces modifications en termes de prise de décision au niveau public ou à tous les niveaux. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le climat? Alors depuis quelques années, je pense qu'on définit plus facilement le système climatique que le climat. Et le système climatique, c'est en fait aussi ce qu'on appelle quelquefois l'environnement. Il y a une petite nuance entre les deux, mais c'est toutes les couches de fluides ou les couches de sol, les couches la végétation qui se trouve à la surface de la planète. Donc c'est quelques kilomètres en altitude ou vers le fond des océans ou vers le fond ou vers les nappes d'eau dans les sols, qui font qu'on développe nos activités en symbiose avec la planète. Donc il y a des fluides, le fluide atmosphérique, et ce fluide atmosphérique est très particulier parce que c'est celui qui a le mouvement les plus rapides, et ce sont ces mouvements très rapides qui déterminent très largement la géographie de ce qu'on appelle les climats, c'est-à-dire dans un lieu donné, les statistiques de température, de précipitation, d'humidité.
Mais en fait, le mouvement, enfin, le comportement à longue échelle de ce système est tributaire des échanges entre l'atmosphère, l'océan, qui va être un fluide qui est beaucoup plus lent, qui va avoir un rôle de mémoire dans le système climatique, les glaciers, donc ce qu'on appelait autrefois l'atmosphère, l'hydrosphère, la cryosphère, et puis la biosphère, qui est un mot qui a été inventé au début du XXe siècle pour représenter par russe, Vernadsky, pour représenter cette autre composante extrêmement importante de notre environnement, qui est le vivant, qui participe aux échanges entre ces milieux. Donc les échanges entre tous ces milieux sont physiques, ils sont chimiques, et ils sont aussi biochimiques, biogéochimiques. Hein. Le vivant participe à ce système. Alors, la modélisation d'un système aussi compliqué s'est faite peu à peu. Hein. Les modèles ont commencé par être des modèles atmosphériques, en grande partie, et il y a des raisons à cela. D'abord, il y a des lois de la mécanique des fluides qui sont déjà anciennes. Hein. J'ai rappelé, on a une équation fondamentale dans nos disciplines, celle qui permet de voir comment l'atmosphère circule, c'est l'équation de Navier-Stokes, hein, ça on peut la dater de 1845 à peu près, avec deux noms, Henri Navier, qui est polytechnicien, et puis Georges Gabriel Stokes, qui est venu un petit peu après, qui a inventé les notions de viscosité. Et donc ces équations sont anciennes, et les premières applications directes pour essayer de prévoir l'évolution du fluide atmosphérique, on les fait souvent remonter à un Anglais qui s'appelait Lewis Fry Richardson, dans les années 20-22, qui a essayé de prendre en compte des relevés depuis le milieu du 19e siècle. En fait, on commence à avoir, on a eu des mesures coordonnées des paramètres atmosphériques, et dans certains cas, à partir d'un cas sur l'Angleterre, il a essayé de faire une première prévision qui n'a pas très bien marché. Et il s'est rendu compte de deux choses. D'abord, c'est que ces équations, c'est des équations qui sont finalement très riches. Les ondes sonores, par exemple, sont solution de ces équations. Donc, si on veut vraiment appliquer ces équations à un problème qui nous intéresse, c'est le mouvement des dépressions, des anticyclones, il faut travailler sur ces équations, en extraire la part véritablement utile par rapport au problème qui est posé. Et puis l'autre problème, c'était celui du calcul, c'est-à-dire que si on veut essayer d'utiliser ces équations, il n'y a pas de solution assez connue à ces équations de Navier-Stokes. La seule méthode, c'est une méthode numérique, une méthode de force brute, et ça réclame en fait beaucoup de calculs manuels. Et il avait imaginé cette weather machine, cette espèce de grand amphithéâtre avec des gens qui font des calculs et les passent à leurs voisins, qui est resté un peu, dans beaucoup de livres, la traduction, côté un petit peu Jules Verne, des premiers efforts pour faire de la modélisation du climat. Alors, les vrais débuts, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, avec des ordinateurs qui sont représentés ici. L'ENIAC, c'était une machine qui fonctionnait avec des tubes à vide, qui faisait à peu près, alors j'ai dit 1 million et je me suis trompé, c'est 1 millier d'opérations par seconde, excusez-moi, et qui a permis de faire les premières prévisions du temps après la Deuxième Guerre mondiale, avec des modèles qui étaient très, très simplifiés, très conceptuels, et qui allaient pas beaucoup plus vite au départ que le système réel lui-même. Alors, très vite, le climat s'est distingué du temps qu'il fait quand on a découvert, alors il y a des travaux de Lorentz qui sont très célèbres et que je vais juste rappeler, on parle toujours de la battement d'aile de papillon, c'est-à-dire que cette instabilité des trajectoires du temps quand on par rapport aux conditions initiales, au bout de quelques jours, qui fait que, et c'est ce qui est marqué ici dans ce papier initial de Lorentz, une prévision acceptable d'un état instantané dans un futur distant peut être impossible. Et cette réalisation, Lorentz a beaucoup étudié le développement de ces instabilités, regardez à quelle échéance elles allaient interdire toute prévision. Alors, la durée d'une dizaine de jours a été retenue comme un ordre de grandeur qui caractérise les échéances au-delà desquelles il est pratiquement impossible
même si on s'en approche maintenant, de faire des prévisions météorologiques. Donc tout ce qui est au-delà, ça a représenté un enjeu différent, qui est celui du climat, où on ne fait plus de vraies prévisions datées, localisées de ce qui peut se passer, mais on essaie de regarder statistiquement les états, les statistiques des états du système. Alors tout à l'heure j'ai parlé du système climatique, ce qu'on appelle climat, c'est une statistique sur les états du système climatique, et cette statistique généralement on la définit sur 30 ans. Et ce qu'on va essayer de voir, ce qu'on a essayé de voir avec les modèles, c'est si on pouvait recréer ces statistiques à partir d'une sorte de planète numérique qui au bout de 10 jours vive une vie qui est plus directement celle qu'on peut imaginer être celle de la Terre. Elle a une vie indépendante, elle crée son climat, et on essaie de savoir si ce climat ressemble au climat de la planète Terre. Donc ça, c'était le développement des modèles. On peut se poser la question, deux questions en fait. D'abord, c'est pourquoi modéliser le climat? Il y a certainement eu une continuité d'outils avec les problèmes de prévision du temps. Je pense que quand j'ai commencé en 78, ça fait quelques années, je pense que le premier objectif, c'était de savoir si c'était possible. Est-ce qu'il était vraiment possible de modéliser le système climatique? Et je vais y revenir sur le transparent suivant. Il y avait aussi dans les choses qu'on voulait comprendre une très grande curiosité quant à l'histoire de notre planète. Alors j'en parlerai pas trop, mais on a dans l'histoire lointaine de notre planète, au moins les dizaines, centaines de milliers d'années, et puis beaucoup plus encore les millions d'années, des climats très différents du climat actuel. Et donc c'est une découverte qui est finalement assez récente et qui demandait des explications et qui ne seront pas celles que je donnerai vraiment dans mon exposé. Puis il y avait aussi, dès cette époque, des enjeux sociétaux multiples. On parle toujours de l'effet de serre, et je vais y revenir, mais quand j'ai commencé, le problème majeur, c'était celui de la sécheresse au Sahel. On commençait aussi à s'intéresser aux événements El Niño. Et l'effet de serre, c'est quelque chose, et les conséquences de l'effet de serre sont des choses qui sont venues un petit peu après, en tout cas ici en France, comme un souci qui s'est imposé petit à petit et qui n'était pas trop présent encore dans les années 70. Alors, cet effet de serre, je vais en parler quand même un peu parce qu'il y a une histoire de cet effet de serre qui est importante. Vous avez ici trois diagrammes qui sont des diagrammes qui représentent la composition atmosphérique sur 10 000 ans et la composition atmosphérique avec 3 gaz qui sont des gaz qu'on appellera gaz effet de serre. Alors, je ne vais pas rentrer dans la durée de cet exposé trop en détail sur le mécanisme de l'effet de serre. Ce que je vais dire, c'est simplement que ces gaz effet de serre, c'est des gaz qui empêchent la planète de se refroidir. C'est des gaz qui sont très minoritaires. En fait, les gaz qui font l'essentiel de la masse atmosphérique, l'azote et l'oxygène, donc plus de 99% de la masse atmosphérique, sont des gaz qui n'absorbent pas le rayonnement terrestre émis par la surface et qui ne jouent pas de rôle dans cet effet de serre. L'effet de serre consiste en fait pour l'atmosphère à garder la chaleur près du sol, et ça, ce sont des molécules un petit peu plus complexes qui jouent ce rôle. La vapeur d'eau, en premier lieu, mais qui est un gaz qui a un cycle naturel très rapide, que l'homme ne modifie pas, et puis des gaz qui restent plus longtemps dans l'atmosphère, le gaz carbonique en haut, le dioxyde de carbone, le méthane au milieu. Alors, le dioxyde de carbone, une fois qu'il est dans l'atmosphère, il y reste une centaine d'années, donc c'est-à-dire qu'au bout de 100 ans, il reste la moitié. Le méthane, c'est une dizaine d'années. N2O, on appelle le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui reste aussi une centaine d'années. Puis il y en a d'autres. Il y a l'ozone, qui est un gaz qui reste moins longtemps, les fréons, qui restent très longtemps. Tous ces gaz participent à l'effet de serre. Quand on regarde leur concentration atmosphérique sur 10 000 ans, ce que vous voyez ici, c'est qu'effectivement, on a une période de 10 000 ans, une période récente, qui est une période très stable. Donc, à revers de ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le climat dans le passé était différent d'aujourd'hui, nos civilisations se sont construites dans une situation très particulière, c'est-à-dire 10 000 ans de quasi-stabilité du système climatique, en tout cas tel qu'on le voit par des indices globaux, qui sont ces gaz à effet de serre. Et puis brusquement, quand on regarde le début de l'ère industrielle, on a ce changement
brutale. La concentration en CO2, elle a augmenté de presque 40%. On est passé de 270 parties par million à 400 maintenant. Le méthane a entre doublé et triplé. Le N2O a augmenté un peu moins, de l'ordre d'un peu moins de 20%. Mais ce sont des modifications extrêmement importantes. Quand on les regarde dans le détail, ce sont des modifications qui en fait ne surviennent depuis le début de l'ère industrielle, mais en fait s'amplifient très fortement après la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que c'est un des faits majeurs qui a retardé un peu cette prise de conscience. Quand je disais qu'au début de mes années de climatologie, ce n'était pas encore un sujet aussi important que maintenant, il faut voir que quand on regarde ce chronogramme, ce diagramme qui montre les émissions à partir des années, à partir du début de l'ère industrielle, à partir de la fin du 19e siècle, on voit qu'on est ici avec des émissions qui sont en gigatonnes de carbone, c'est-à-dire en milliards de tonnes de carbone. Et quand on regarde ce diagramme, on peut dire qu'on est à 1 ou 2 milliards de tonnes de carbone dans les années 50. On passe le seuil, qui est le seuil qu'on souhaiterait ne pas dépasser, parce que c'est le seuil où les océans, la végétation ne sont plus capables de reprendre à un rythme suffisant le CO2 qui est émis dans l'atmosphère. Ce seuil, on le passe dans les années 70. Donc il y a à ces échelles de temps un effet d'accumulation du CO2, qui est un effet qui est aussi un effet qui diffère les problèmes dans le temps. Et puis il faut aussi que l'océan réponde à cette augmentation des gaz à effet de serre, ce qui met aussi une autre décennie ou deux de délai. On peut dire que les effets sensibles des gaz à effet de serre n'ont pas été perceptibles avant les années 90 à cause de tous ces délais. Donc on est face à un problème qui est extrêmement récent, c'est-à-dire que ces émissions de CO2 sont des émissions qu'on a pu suivre, anticiper, diagnostiquer à partir des années 50. Ils ont commencé à être mesurés dans l'atmosphère à partir des années 50, mais dont les effets sont des effets qui sont finalement récents et futurs. Alors, un autre souci actuellement, et j'y reviendrai, c'est que malgré un contexte international et politique qui a cherché à réduire ces émissions, on n'est pas du tout en train de les réduire. Vous avez ici la suite du diagramme. Je vous ai laissé à 6 ou 7 milliards de tonnes de carbone dans les années 90. Et depuis les années 2000, il y a une accélération violente. Et on est à 9 milliards de tonnes de carbone émis dans l'atmosphère. Donc ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur ce qu'on attend des modèles, et j'y reviendrai plus tard. Alors, ça, c'est les raisons qui font qu'on voudrait développer des modèles. Maintenant, est-ce que la modélisation climatique est possible ? Alors, il y a eu des débats, il y a 2-3 ans, il y a eu des débats qu'on appelait de type climato-sceptique, avec toutes sortes d'arguments. Il y a des arguments qui sont des arguments que j'estime faux, mais qui sont a priori recevables. Par exemple, Henri Atlan, est-ce que les modèles sont impossibles parce que le nombre de données disponibles est petit par rapport au nombre de variables qui sont prises en compte dans leur construction. Alors, ça, c'est une idée un petit peu fausse de la modélisation et de pourquoi la modélisation est possible. Finalement, le fait que la modélisation du climat soit possible, c'est quelque chose qui effectivement n'est pas évident, mais qu'on peut comprendre quand on regarde. Alors, je ne sais pas si on la voit bien, quand j'ai passé les diapositives tout à l'heure, normalement c'est une image un peu plus claire, c'est une image radar qui représente bien les mouvements de l'atmosphère, parce qu'un radar montre des échos blancs quand l'air monte, et ce qu'on voit, et ce que je veux montrer sur une image comme celle-ci, c'est que la circulation atmosphérique, c'est une circulation qui est très largement organisée à grande échelle. On voit une montée de l'air près de l'équateur, une descente de l'air dans les régions subtropicales. On voit aussi aux moyennes latitudes cette montée de l'air sous forme de grandes spirales ici, qui est typique des grandes dépressions de moyenne latitude. Alors on est en juillet ici, elles sont plus sensibles dans l'hiver, qui est à ce moment-là dans l'hémisphère sud. Et ce qui est vraiment frappant, et que les images satellitaires ont permis de découvrir de manière directe, alors que c'était une représentation plus difficile depuis le sol auparavant,
c'est cette organisation à très grande échelle des écoulements atmosphériques. Et ça veut dire qu'en fait, le nombre de degrés de liberté, le nombre d'informations dont on aura besoin pour essayer de représenter ces systèmes, finalement n'est pas aussi grand que ce qu'on aurait pu craindre. On a une certaine forme d'organisation, et une grande partie du travail qui s'est fait dans les années du début des modèles climatiques, c'était d'essayer d'utiliser cette propriété-là, des écoulements, cette propriété d'organisation à grande échelle, d'une part d'essayer de la comprendre, et puis d'autre part d'essayer de s'en servir pour définir des modèles climatiques. Et si on avait eu un écoulement atmosphérique qui était beaucoup plus chaotique, tout ce qu'on appelle modélisation du climat aurait été impossible dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose qui est très particulier parce qu'effectivement, si on regarde les échelles dynamiques de l'atmosphère, elles couvrent plusieurs ordres de grandeur. On a dans l'atmosphère des processus microphysiques qui sont associés par exemple à la formation des gouttes d'eau, aux interactions avec le rayonnement. On a des processus qui, alors on saute un certain nombre d'échelles, mais on a des processus qui sont liés à tout ce qui est redistribution verticale dans l'atmosphère. L'atmosphère, c'est une vingtaine de kilomètres. Donc il y en a des échelles convectives d'une dizaine de kilomètres, des échelles turbulentes plus près de la surface, qui sont de l'ordre de quelques centaines de mètres. On a aussi des échelles qui sont dictées par le relief, chez nous le sillon rhodanien par exemple, avec le Mistral. Toutes ces échelles participent aux circulations atmosphériques, mais un des paris, ça a été de se dire que l'échelle qu'on appelle synoptique, l'échelle circulation générale de l'atmosphère, c'est une échelle dominante. Alors, il y a eu beaucoup de développement théorique pour essayer d'expliquer ça. On ne peut pas rentrer dans ces problèmes-là. Juste pour ceux qui ont fait un petit peu de mécanique des fluides, quand on regarde l'équation de Navier-Stokes, que j'ai montré tout à l'heure rapidement, vous pouvez voir qu'il y a ici un terme d'évolution dans le temps, en suivant l'écoulement, une force qu'on appelle force de Coriolis, ici une force de pression, et puis ici des forces de pesanteur. Et ce qui va définir l'écoulement, c'est les équilibres dominants entre ces forces. Dans le domaine horizontal, et c'est l'analyse qu'on appelle dimensionnelle qui permet d'essayer de voir quelles sont les forces dominantes. Dans le domaine horizontal, on est presque de ce qu'on appelle un équilibre géostrophique. Les forces dominantes qui définissent l'écoulement, c'est le gradient de pression et c'est la force de Coriolis. Et on peut caractériser ça par le fait que le nombre qu'on appelle le nombre de Rossby, avec ici des échelles d'espace, de vitesse, de dimensions spéciales, de vitesse, de rotation de la Terre, de vitesse de rotation de la Terre aussi, on a un nombre qui est petit. Les mouvements verticaux, c'est plutôt un équilibre entre les forces de pression et ce qu'on appelle la pression d'Archimède. Et donc, à ce moment-là, on a un autre nombre qui doit être petit pour que ça soit vrai, c'est le nombre de Froude. Et puis, comme la pression joue dans les deux, il y a un dimensionnement des systèmes qui fait que les échelles horizontales, les échelles verticales ne sont pas quelconques, elles sont liées l'une à l'autre par en fait, un paramètre qui fait intervenir la vitesse de rotation de la Terre et puis la vitesse de restratification de l'atmosphère. Donc il y a des raisons théoriques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'est important de comprendre qu'il y a eu plusieurs générations de chercheurs qui se sont intéressés aux raisons théoriques qui expliquent ce caractère dominant des grandes échelles et qui ont proposé ensuite des manières de filtrer les équations, de réécrire les équations pour prendre en compte ce caractère-là. Donc, finalement, si on prend ce savoir qui a été accumulé, on peut dire que la conception des modèles elle repose sur un pari, c'est-à-dire que tout ce qui est petite échelle dans l'atmosphère est piloté par les grandes échelles spatiales, ces grandes échelles dominantes dont on peut comprendre un petit peu physiquement pourquoi elles sont dominantes. Alors, ça veut dire qu'on est en train de séparer deux choses. Si vous prenez ici cette carte, vous avez des échelles. Bon, si vous essayez d'écrire les équations sur un maillage, qui seront plus grandes que le pas du maillage, qu'on va résoudre dites de manière explicite, puis des échelles qui seront plus petites que celles du maillage, qu'on va essayer de traiter de manière statistique. Donc le pari, c'est que toutes ces échelles plus petites, c'est possible. Elles sont, d'une certaine manière, esclaves de la grande échelle.
Les grandes échelles servent à les définir et elles servent au contraire à rétroagir sur cette grande échelle. Donc ça, c'est le pari qui a été fait quand on a construit les modèles. Et ce pari s'est alimenté par le fait que toutes les petites échelles ont donné lieu à un travail qui s'est basé sur des études de processus, les nuages, les modèles de végétation, tout ce qui est rayonnement dans des systèmes comme les nuages, tout ce qui est turbulence près de la petite échelle, tout ça, ça a donné lieu à un travail intense pour essayer de représenter ça en fonction de paramètres de grande échelle, de manière statistique, de manière quelquefois plus physique. Et ensuite, on peut passer à des modèles de grande échelle. Donc le travail de lien avec les données, il est d'abord d'accumuler les données qui permettent de définir ces modèles de processus, et puis ensuite d'accueillir, une fois qu'on a construit à partir de ces processus des modèles de grande échelle, d'être capable de valider ces modèles par d'autres données, qui sont des données elles-mêmes de grande échelle, en particulier des données satellites. Donc le lien entre les éléments qui font construire le modèle et les éléments qui permettent de le vérifier est un lien qui est assez, je dirais, sain en termes de philosophie scientifique. Ce ne sont pas les mêmes données qui servent à construire les modèles et servent à le vérifier. Et d'autant moins qu'en fait, on a ensuite appliqué des modèles à des situations multiples, anciennes, donc à physique donnée, à formulation donnée du modèle. On peut essayer de vérifier le modèle dans des configurations extrêmement variées, c'est ce que je montrerai tout à l'heure. Alors, ces modèles, on les a numérisés sur des grilles qui ont été liées à la définition physique qu'on a fait. C'est-à-dire que les premiers modèles étaient des modèles qui avaient une résolution qui permettait minimale pour essayer de résoudre ces systèmes de grande échelle dont j'ai parlé. Je parle toujours de modèle atmosphérique, j'en reviendrai ensuite au modèle autre un petit peu plus rapidement. Donc vous avez ici, pour les 4 rapports du GIEC, alors je vais parler un tout petit peu plus après de ce qu'est le GIEC, mais le GIEC c'est un outil de diagnostic, donc qui à certains moments a fait des rapports résumant l'état de la science, donc résumant aussi l'état des modèles. Et donc vous voyez le type de modèle qu'on utilisait en 1990, 1995 pour le 2e rapport, 2001 pour le 3e rapport, 2007 pour le 4e rapport du GIEC. Les modèles sont des modèles globaux, tous les modèles dont je vais parler sont des modèles globaux, mais ça c'est un petit détail sur l'Europe qui vous montre le type de progrès qu'on a fait, qui est un progrès lent parce qu'en en fait on a amélioré les modèles dans des domaines extrêmement différents. Même si le temps de calcul a explosé dans cette période-là, puisque dans les années 2007, on était plutôt à des... J'ai dit qu'on était à 1 millier d'opérations par seconde au début, dans les années 50. On était peut-être à 10 millions d'opérations par seconde quand j'ai commencé ma thèse, et était à 10 puissance 14 à peu près dans les années 2007, au moment du dernier rapport du GIEC. Donc la résolution de ces modèles a augmenté, mais ce qu'on verra, c'est que cette résolution... la résolution des premiers modèles permettait déjà de faire des diagnostics assez justes parce qu'il y avait cette analyse physique préalable. On savait pourquoi on avait choisi cette résolution. C'était pour résoudre certains systèmes et en pensant que c'était les systèmes dominants. Alors, ces problèmes de discrétisation, donc mathématiques, ils ont donné lieu à un travail aussi qui était un travail extrêmement important. Et il y a eu finalement 2 phases dans ce travail. Dans les années 70, il y a eu des développements nombreux, et finalement ces développements nombreux sont restés peu utilisés dans leur intégralité. La plupart des modèles ont utilisé des grilles qui sont régulières en latitude, longitude, des méthodes spectrales, mais un des premiers directeurs de notre laboratoire, Robert Sadourny, dans les années 70 avait développé des grilles très différentes. Il y a la sphère cubée, le maillage icosaédrique, il y a tout un travail, et ce travail reprend maintenant. Tout ce travail consiste à essayer de définir des outils mathématiques. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, pour être capable de bien représenter toutes ces contraintes sur l'écoulement atmosphérique dont j'ai parlé très brièvement, d'avoir des lois de conservation qui soient les mieux résolues possibles, d'avoir des processus propagatifs dont les propriétés de propagation soient les meilleures possibles aussi. Donc tout ce travail de définition mathématique des modèles est un travail qui s'est un
petit peu arrêté à un moment donné, mais qui reprend maintenant parce que, et surtout avec la généralisation d'outils de calcul qui sont assez différents, il y a un intérêt majeur à nouveau à développer cet aspect numérique. Donc c'est quelque chose qui est resté un petit peu en retrait pendant quelques années, mais qui reprend beaucoup de force aujourd'hui. Alors le développement des modèles, ce n'est pas limité à ces aspects numériques. Les modèles ont aussi été des modèles où on a dépassé le stade atmosphérique. Donc vous avez ici un petit chronogramme, c'est fait partie d'un des chapitres du GIEC que j'avais coordonné, qui essaie de mettre en place une espèce de petite idée simple de ce qu'ont pu être les modèles. Au départ, c'était des modèles d'atmosphère avec une représentation physique extrêmement simple de la pluie. Quand on dépasse le seuil de saturation, l'eau tombe. Mais ça suppose quand même d'être capable de transporter la vapeur d'eau, d'avoir une physique minimale de ce transport de vapeur d'eau, y compris dans des orages convectifs. Ici, on fait une véritable représentation des nuages, on commence à intégrer des processus de surface. Le premier rapport du GIEC, c'est 90. On introduit des océans qui sont encore des petites surfaces d'océans, on appelle les océans marées, les swamp oceans, mais ensuite c'est des océans qui circulent, qui reçoivent l'eau des rivières, puis on intègre les cycles biogéochimiques, on intègre toute une géochimie beaucoup plus complète qui assure les interactions majeures entre tous ces systèmes. Donc ces modèles sont allés vers une complication constante, avec aussi un statut, je dirais, épistémologique un peu différent, puisqu'on s'appuyait sur des équations fondamentales, et toute cette partie de biologie s'appuie beaucoup moins sur des équations fondamentales. Il y a beaucoup plus d'aspects phénoménologiques dans le développement des modèles, qui en font plus des outils experts que des outils qui mènent toujours à des certitudes. Mais ce développement, c'est un développement, on va le voir, qu'on a pu confronter à des données multiples, et qui est un développement qui est assis sur un volant de recherche extrêmement important. Alors si on prend le modèle du couplet du système Terre de l'IPSL, en fait c'est un ensemble de modèles. On a le modèle historique, LMDZ, donc auquel ont contribué beaucoup de gens, et j'ai vu Laurent Ly par exemple qui est au fond de la salle ici, et puis beaucoup d'autres ont contribué à ce modèle. Il y a ensuite des modèles de chimie de l'atmosphère, chimie stratosphérique, chimie troposphérique, qualité de l'air, des modèles de surface continentale avec la végétation dans toutes ses fonctions, pour le cycle du carbone, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, des modèles d'océans qui eux-mêmes ont intégré des problèmes des dimensions liées à la glace de mer, liées à la biogéochimie marine. Tout ça, c'est des choses qui sont couplées. Ces modèles doivent être capables d'évoluer, donc c'est des formulations mathématiques finalement très complexes, de l'ordre d'1 million de lignes de code dans un modèle comme celui-ci. C'est des développements qui se font par équipe, donc qui doivent être phasés, qui doivent être aussi conçus pour pouvoir évoluer de manière sans problème majeur quand on change par exemple la résolution d'une composante. Vous avez ici la grille océanique, alors vous remarquez qu'on a mis peut-être on ne voit pas bien, on a mis les pôles dans les océans sur les continents pour éviter les discontinuités aux pôles. Et on a un problème d'interface entre l'atmosphère et l'océan, et quand on change les résolutions, ce problème se pose. Donc il y a toute une machinerie autour des modèles qui est une machinerie complexe. Je dirais qu'un modèle, c'est 50 à 100 personnes pendant 10 ans pour qu'il arrive à maturité. C'est un travail d'équipe, travail lourd, et c'est un travail qui, finalement, a été mené à bien par peut-être une petite ou une dizaine d'équipes dans le monde. La caractéristique de l'IPSL, c'est qu'on est une fédération de recherche, donc il y a un côté de bottom-up en bon français, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est venu de la communauté scientifique, qui a été structuré de manière faible par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres laboratoires, mais quand même avec une très forte réussite, comme je le dirai tout à l'heure. Voilà, alors par rapport à tout ça, je vais essayer maintenant de venir un peu aux enjeux qui sont associés à la création de ces modèles, et je voulais donner quelques dates pour manifester cela. D'abord,
important de voir qu'on est une discipline qui a beaucoup évolué grâce à l'arrivée du calcul, qui a beaucoup évolué grâce à l'arrivée des satellites, mais c'est une discipline qui a quand même une histoire. L'idée de faire des mesures régulières à l'échelle de la planète, coordonnées au niveau international, c'est quelque chose qui est venu au XIXe siècle. C'est Le Verrier, qui est un astronome, et qui a aussi alerté Napoléon III sur le fait qu'on aurait pu suivre, grâce au télégraphe, la tempête qui avait emporté la flotte franco-anglaise en Crimée. Donc, c'est quelques années après qu'a été créée l'OMI, l'Organisation météorologique internationale, qui est devenue en 1951 l'Organisation météorologique mondiale. Et il n'y a pas de réseau international plus structuré, en fait, je crois, et plus structuré dans la durée que cette Organisation météorologique mondiale. Tous les jours, il y a des données d'avions, de bateaux, de bouées dans l'océan, qui sont échangées à des heures régulières. Et cette veille constante, cet échange de données constante est un exemple de coopération qui s'interrompt même rarement pendant les conflits militaires. Et c'est une coopération qui a maintenant plus d'un siècle. Alors, une autre date importante, c'est le début des mesures atmosphériques de CO2. Bon, c'était au Mauna Loa, dans l'île d'Hawaï. C'est en 1957, au moment de l'année géophysique internationale, un autre moment aussi de recherche collective sur la planète Terre. Et c'est le début d'une prise de conscience avec une question, c'est est-ce qu'on engage le futur de la planète en émettant du CO2 ? Alors la première réponse à cette question, elle est venue dans un rapport qui s'appelle le rapport Charnay, d'une scientifique, très grande scientifique, qui a construit une grande partie des premiers modèles. J'ai parlé tout à l'heure de cette manière de réécrire les équations pour les rendre aptes à des calculs un peu moins difficiles, et Charnay a porté toute cette première génération de modèles. C'est aussi lui qui a fait le premier rapport sur le rôle des gaz à effet de serre, et qui a montré dans 1979, dans un rapport à l'Académie des sciences américaines, en gros l'essentiel. C'est-à-dire que ce qu'on peut lire dans le rapport Charnay, ça reste encore la base du diagnostic d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère peut provoquer un réchauffement de quelques degrés. Et quelques degrés, si on vient en arrière et qu'on regarde les variations climatiques dans le passé, c'est beaucoup. Ce qui nous sépare d'un âge glaciaire, par exemple, c'est 5 degrés. Donc il y a eu là un effet qui a eu un impact extrêmement fort, de voir ces chiffres. C'est quelque chose qui a eu un impact extrêmement fort. Alors ça a amené à la création de programmes dédiés. Il n'y a jamais eu d'agence internationale sur le climat, mais il y a eu un programme mondial de recherche sur le climat, en anglais World Climate Research Programme, dont le premier président a été Pierre Morel, qui était le créateur de nos laboratoires et qui était aussi professeur à l'UPMC jusqu'au bout, toute sa carrière. On a eu juste après, quelques années après, la création du GIEC. Alors le rôle du Programme mondial de recherche sur le climat, c'est vraiment de coordonner les recherches dans les laboratoires. La création du GIEC a été de faire un outil un peu différent, qui est un outil d'évaluation des recherches a posteriori, si vous voulez, de faire la synthèse des recherches. Premier rapport du GIEC, c'est 90. Premier sommet de la Terre, c'est Rio. Protocole de Kyoto, c'est 97 et qui entre en vigueur en 2005. Donc ça montre un peu l'accélération de certaines prises de conscience et aussi d'un besoin de recherche sur ces problèmes-là. Alors, la composante internationale, je ne vais pas regarder tous ces logos en détail, mais c'est quelque chose d'extrêmement important dans notre travail, et ça conduit à des exercices communs à la communauté internationale pour à la fois valider les modèles, comprendre les processus clés qui nous échappent encore, et puis essayer de se projeter dans le futur. Alors vous voyez par exemple ici l'expérience la plus récente qui a été faite, c'est la préparation au prochain rapport du GIEC, en fait prochain et tout prochain, puisqu'il va apparaître en septembre, comme on l'a dit, et beaucoup de choses sont écrites. Et notre groupe de l'IPSL a participé à ce programme international, dont un des co-chairs est Sandrine Bonny, qui travaille ici aussi, et avec des
vous voyez que le même modèle, et je pense que c'est la force de ce qu'on a développé avec ces modèles, c'est avec un même formalisme, essayer de regarder des choses extrêmement différentes, l'évolution du climat au XXe siècle, les climats anciens, des processus comme la sensibilité climatique et la rétroaction des nuages, les problèmes des processus couplage entre le climat physique et ce qu'on appelle le cycle du carbone, le rôle de la chimie et des aérosols, le rôle des processus strictement radiatifs, et puis tout ça pour se projeter vers le XXIe siècle. Alors, pour se projeter vers le XXIe siècle, alors pour vous donner un exemple, les bases de données qui sont issues de ces exercices, notre groupe, l'IPSL, a fait l'ensemble des simulations qui sont représentées, qui étaient proposées ici, et il y a une distribution des résultats. Le travail qui consiste à analyser tout ça, c'est un travail qui met en jeu des centaines de groupes de recherche à l'échelle internationale, qui vont classer les modèles, qui vont essayer d'essayer de faire une étude un peu plus précise de quels sont les processus clés. Et un tiers à peu près de tous les échanges informatiques entre cette université et l'extérieur sont associés au fait qu'on a le nœud de distribution de nos données qui est ici, et que ça représente des volumes de données absolument considérables. C'est près d'un pétabyte de données qui ont été produites par notre équipe, et il y en a une quarantaine de modèles qui sont en jeu. Alors, ces exercices, je vais partir des plus simples, c'est-à-dire ceux qui ont été prévus, qui ont été faits dans les rapports du GIEC précédents. Il y a un exercice nouveau, mais qui est plus difficile à commenter, puisque les résultats du rapport du GIEC actuel ne sont pas encore sortis, qui est l'exercice qui a été proposé à la communauté internationale à partir des années 2000, c'était de regarder ce qu'on appelle des scénarios marqueurs des évolutions climatiques, qui sont des scénarios d'émission des gaz à effet de serre. Alors là, c'est pour le CO2, ça a été fait pour tous les gaz que j'ai cité tout à l'heure. Vous avez ici, par exemple, un scénario optimiste qui consiste à partir de ces 6 ou 7 milliards de tonnes de carbone émis vers la fin des années 2000 ou 1995, et puis à revenir à peu près à ce seuil en fin de siècle. Et puis il y a un scénario beaucoup plus pessimiste. Alors tout ça repose sur un examen de la littérature socio-économique. Ce scénario plus pessimiste, il s'appelle A1FI, pour fossile intensive, on brûle tout notre charbon. Et on essaie de voir les conséquences de ces différentes attitudes. Alors, on sait que si on veut réduire vraiment nos émissions de gaz à effet de serre pour stabiliser le climat, il faut aller bien au-delà. J'ai parlé tout à l'heure d'un seuil de 3 ou 4 milliards de tonnes de carbone, donc il faudrait, en fin de siècle, ou plutôt possible, en fait, revenir à un seuil qui est beaucoup plus bas que celui que montrent ces différents scénarios qui ont été proposés par le GIEC. Donc ces scénarios proposés par le GIEC, c'était des scénarios qu'on appelle policy free, c'est-à-dire des évolutions possibles des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre, en fonction de différentes options socio-économiques, démographiques, et en fonction donc et sans considérer des prises de mesures extrêmement draconiennes de type de celles qui étaient envisagées au moment du démarrage du protocole de Kyoto. Ce qui veut dire que dans tous les cas, si on essaie de traduire ces émissions par des concentrations atmosphériques, elles sont en train d'augmenter. Dans le cas le plus bénin, je dirais, le CO2 atmosphérique double. Dans un cas celui de ce scénario fossile intensive, c'est plutôt une multiplication par 3 ou par 4. Alors ça, ce sont des scénarios qui ont été proposés aux modélisateurs du climat pour essayer de regarder les conséquences associées à ces changements. Alors, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que pour passer de ce diagramme à ce diagramme-là, il y a une phase qui est un petit peu délicate. On met du CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2, on sait qu'il reste pour partie dans l'atmosphère, mais il y en a une partie qui va dans la végétation et une partie qui rejoint les océans. En gros, c'est une grosse moitié qui reste, qui est mise dans l'atmosphère. La part qui va dans la végétation est la plus mal connue, est très difficile à réellement mesurer. C'est plutôt calculé, comme c'est marqué ici, comme un terme résidu. La part qui va dans les océans s'estime, là aussi avec difficulté. Mais en gros, c'est un gros quart, une petite moitié qui va dans l'atmosphère. Cette petite moitié qui va dans l'atmosphère, c'est celle qui reste, je l'ai dit,
une centaine d'années. Donc c'est à partir de ces connaissances déjà du système que l'on peut faire, qu'on peut calculer la composition atmosphérique en CO2. Une fois qu'on a fait ça, on peut essayer de passer en CO2, et pour tous les autres gaz à effet de serre, il faut faire le même type d'estimation. Une fois qu'on a fait ça, on peut essayer de regarder les évolutions de température en appliquant ça à nos modèles. Alors, les premiers exercices qui ont été faits en 2001 ont été confirmés sans cesse. Vous voyez ici une fourchette. Donc, pour chacun des scénarios, on a différents modèles, et ces modèles peuvent donner des résultats différents parce qu'il y a des paramètres sensibles comme les nuages. Total, on a une double incertitude, une incertitude sur combien de CO2 on va émettre, et puis une incertitude sur quelle est la réponse exacte du système climatique. Quand on combine ces incertitudes, on a une espèce de fourchette, qui n'est pas une fourchette vraiment définie pour avoir un maximum et un minimum, c'est des futurs possibles qui s'étalent entre un peu moins de 2 degrés de réchauffement et un peu plus de 6 degrés en 2100. Donc ça a été une base importante de réflexion dans les dernières années, et cette base de réflexion, elle a posé plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'on peut essayer de réduire cette incertitude, qui est quand même ennuyeuse, et à quoi est-ce qu'elle est due? Alors cette incertitude, on la connaît depuis longtemps. Il y a eu des expériences plus simples qui avaient été faites autrefois. Donc Charnay, par exemple, regardait la sensibilité du système climatique à un doublement du CO2. Bon, c'était un climat où il n'y avait pas encore toute la mécanique des océans. C'est difficile de faire des évolutions dans le temps sans avoir cette mémoire de l'océan qui soit prise en compte de manière correcte. Mais on pouvait regarder, on double le CO2, on atteint un état d'équilibre quand le CO2 est doublé, comment est-ce que change la température, puis faire ça avec des modèles de différents instituts, puis le refaire à différents moments dans le temps. Une très grosse déception de la communauté scientifique, ça a été de voir que finalement, on a une fourchette qui avait été définie dans le rapport Charnay en 1979. Doublement du CO2, c'est ce qu'on appelle une sensibilité climatique, ou un changement de température à l'équilibre, qui est de 1,5 degré à 4,5 degrés, quelque chose d'énorme par rapport à tout ce qui s'est produit de manière récente dans le climat, mais quelque chose quand même d'assez mal défini, puisque ça fait un réchauffement du simple au triple. Et en fait, on n'a pas vraiment réussi à réduire complètement réduire cette fourchette, même du tout, dans les années. Vous avez ici des résultats qui sont ceux des respectivement 2e et 3e rapport du GIEC, et puis 4e ça a été pareil, et le 5e je pense aussi. Ça va être une incertitude assez forte, et cette incertitude assez forte, elle est en grande partie liée au cycle de l'eau, et en grande partie, et dans ce cycle de l'eau, essentiellement aux nuages, aux effets des nuages. Alors il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ces problèmes nuageux. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a des données maintenant, depuis 3 ou 5 ans, qui sont des données qui n'étaient pas disponibles autrefois. Et il faut réaliser le temps que prend la recherche dans des domaines comme celui-ci. Vous avez ici ce qu'on appelle la constellation satellite Aqua, où les systèmes nuageux sont mesurés maintenant par des satellites qui se suivent à quelques secondes ou minutes, je ne suis plus tout à fait sûr de distance, mais en tout cas ils peuvent voir les mêmes systèmes nuageux avec des radars, des lidars, des radiomètres différents, donc voir la hauteur des nuages, leur contenu en eau, leur contenu en glace, tout ce qui fait en fait que la physique des nuages sur le système climatique garde encore des inconnus. Donc on peut espérer un jour réduire ces incertitudes, mais pour le moment on ne sait pas jusqu'où, et ça reste un problème en fait de quantification des impacts futurs. Alors maintenant, si on regarde ce qu'on comprend, et là je vais essayer dans la fin de cet exposé de montrer qu'il y a des éléments qu'on comprend et des éléments qu'on comprend moins bien, et que ça a un impact sur la manière dont on doit concevoir le rôle de ces modèles par rapport à la décision. Alors, dans les éléments qu'on comprend assez bien, il y a ce qu'est l'allure générale du réchauffement. Vous avez ici en fait des réchauffements qui sont la moyenne des modèles, c'est le dernier rapport du GIEC, celui de 2007. Vous voyez un réchauffement qui est plus fort sur les continents, plus fort aux hautes latitudes. Alors ici on a deux échéances, 2020-2029, et puis de haut en bas on augmente les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui veut dire que
Ici, en fait, on n'a pas beaucoup de différence selon les émissions de gaz à effet de serre. En 2020-2029, c'est quand même les émissions passées qui jouent un rôle majeur. Il y a cette inertie dont je parlais dans le système. Bon, ce qui va se passer en 2020-2029, on n'a plus trop de prise dessus. Mais par contre, ce qui se passe en 2090-2099, on a une prise énorme. Si on émet peu de gaz à effet de serre ou si on en met beaucoup, on a un climat qui se réchauffe de manière extrêmement différente. Incidemment, ça nous dit que si on veut vraiment réduire les choses avant 2050, pour ne pas dépasser 2 degrés, hein, si on regarde ici ce qui se passe, on a vu cette valeur de 2 degrés qui est venue à la conférence de Copenhague. Si on ne veut pas la dépasser, il faut réagir avant 2050. Mais en fait, il y a ce temps d'inertie en moins, donc c'est quelque chose qui nous demande une réaction extrêmement rapide dans les 2 ou 3 décennies qui viennent. Alors, cette structure ici du réchauffement, finalement, on la connaît depuis très longtemps. J'ai repris ici hier soir dans le rapport du GIEC de 90, donc des modèles qui sont des modèles de la fin des années 80. J'ai essayé de retrouver les modèles que faisait Laurent Ly dans sa thèse ici, enfin à l'ENS à l'époque. Et on avait aussi les mêmes résultats. Et c'est-à-dire quelque chose qui finalement a été peu modifié. Il y a une physique qui est une physique robuste du système, qui était présente dans les premiers modèles simples, qui est présente ensuite dans les modèles plus compliqués, et quand on regarde les changements observés, elle est toujours présente. On a un réchauffement ici observé en comparant les 15 dernières années aux 30 années d'après-guerre, où on voit quelque chose qui est quand même très semblable à ce qu'on peut attendre à part des modèles. Alors, il y a eu des études statistiques pour essayer de quantifier les chances pour qu'un réchauffement comme celui-ci puisse se produire, et donc un réchauffement sur 15 ans, puisse se produire du fait des fluctuations naturelles du climat. Et bon, c'est des études, on donne des ordres de grandeur. Ces ordres de grandeur, c'est 10%. 10%, ça veut dire qu'effectivement, il y a 90 chances maintenant pour que ce réchauffement soit d'origine anthropique. Et on voit aussi des effets qui sont des effets associés aux gaz à effet de serre, par exemple un refroidissement de la stratosphère, qui peuvent achever de nous convaincre. Donc là, on a des résultats qui sont assez certains. Bien sûr, quand on regarde dans le détail, on a une combinaison entre l'action de l'homme et la variabilité naturelle. Vous avez ici les températures année après année. C'est dans les petites courbes noires, ou avec un petit filtre dans le temps, c'est la courbe rouge, et c'est sur une période qu'on voit ici, c'est de 1900 à 2011. Et ce qu'on voit, c'est que la période qui commence en 70-80, elle est marquée par effectivement une augmentation qui est très, très claire, qu'on voit alors ici c'est les latitudes extratropicales nord, c'est latitude intertropicale, extratropicale sud, on voit partout cette augmentation de manière extrêmement claire. Et par contre, si on regarde les choses d'une année sur l'autre, on a aussi une variabilité très forte. Donc par exemple, en 98, on a un Niño très, très fort qui tend à faire paraître plus faibles les températures qui suivent en comparaison. Mais si on regarde avec le recul qui correspond à des études climatiques, on a une certaine validité de ce qu'on pouvait attendre, en tout cas une certaine correspondance entre ce qui se passe et ce que les modèles avaient prévu depuis une trentaine d'années maintenant. On a d'autres signes, ça c'est l'étendue de la glace de mer à la fin de l'été, donc en septembre, sur la période 79-2012. On a une chute qui est importante, hein, puisqu'on passe ici, on est dans des 8 millions de mètres carrés à peu près, et là on est à 4 millions de mètres carrés, donc c'est une chute qui est très importante en fait de la banquise à la fin de l'été. Relèvement du niveau de la mer, c'est un petit peu moins clair. On avait un relèvement du niveau de la mer qui était dû à la fin du petit âge de glace d'origine probablement volcanique et solaire en début du XXe siècle, mais on a une accélération, on est passé d'un rythme de 1 mm par an à un rythme de 3 mm par an à peu près dans le courant de ce siècle. Et 1 mm par an, c'est 30 cm en fin de siècle, et on pense que ce sera plus, que ce sera 50 cm, 1 mètre, enfin, on ne sait pas bien dire, mais il y a des chiffres qui sont quand même tout à fait significatifs, j'y reviendrai peut-être. Là où les choses se compliquent, c'est que il y a des domaines où on a beaucoup plus de difficultés à faire des prévisions. Et ces modèles, tout sophistiqués qu'ils soient, ne permettent pas
de faire des prévisions qui sont des prévisions complètement fiables quand on arrive aux échelles régionales et quand on arrive aux problèmes de précipitation. Alors je vais essayer de construire un peu ma dernière partie sur ces éléments-là, parce que ça a des conséquences qui sont effectivement très importantes. Elles sont très importantes pourquoi? Parce que pendant beaucoup d'années, on s'est surtout soucié dans nos disciplines de savoir si on avait une réalité du changement climatique, si on devait porter un signal d'alerte par rapport au changement climatique, si on devait demander une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Depuis quelques années, on est dans une démarche qui est un petit peu différente. Je vais montrer, les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas. Donc, en plus, un pays comme le nôtre, l'Europe a été à un moment un des continents, une des zones géopolitiques très fortement engagées, le reste, mais sa parole a peut-être moins de poids maintenant dans les arènes internationales. On sent quand même la décision de ce qui va se faire en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle est plutôt ailleurs, elle est plutôt aux États-Unis, plutôt dans les pays émergents. Et donc, on a un besoin quand même d'essayer de s'adapter à la part prévisible de ces changements climatiques. Et cette part prévisible, elle est géographiquement difficile à déterminer. Le réchauffement, c'est quelque chose, on l'a vu, qui est relativement sans ambiguïté, même si son amplitude peut être plus ou moins importante. Si on regarde les précipitations, c'est quelque chose qui est difficile. Vous avez ici des cartes qui vous montrent pour l'ensemble des modèles, alors c'est en hiver et c'est en été, d'abord les changements de précipitation moyens qui sont prévus par les modèles, avec quelque chose qui va plutôt dans le sens de l'amplification des tendances actuelles. Il pleut plus près de l'équateur, il pleut moins dans les régions subtropicales, il pleut plus aux hautes latitudes, ça on le voit en gros. Mais si on essaie de prendre une région donnée, ce qui était mis en pointillé, c'est les zones où les modèles sont d'accord sur le signe de ce qui peut se passer. Donc c'est la simple idée, il va pleuvoir plus, il va pleuvoir moins en moyenne. Et on voit que les modèles sont rarement d'accord sur ces problèmes-là. Et donc ça a des conséquences très importantes parce qu'au-delà de ces problèmes d'eau, on enclenche toute la réponse du changement climatique en termes, les impacts du changement climatique, par exemple, en termes de végétation. Alors, on a couplé dans nos modèles depuis déjà quelques années des modèles écologiques, encore balbutiants à l'époque, avec des modèles climatiques. On a des résultats qui ont une certaine, qui ont une véritable importance. On voit ici que toute la zone intertropicale est une zone où la végétation aura beaucoup de mal à grandir en réponse à un réchauffement. Comment est-ce que cet effet se module en fonction de précipitations plus ou moins fortes? C'est quelque chose qui est important là, par rapport, par exemple, à l'alimentation de l'Afrique. Donc tous ces effets-là sont des effets qui sont entachés d'une certaine incertitude. Finalement, ce que j'ai décrit, c'est une physique du système climatique qui est une physique globale, qu'on connaît bien. Mais la physique régionale, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On pourrait le décrire séparément, en fait, les mécanismes ne sont pas les mêmes en région tropicale et en région extratropicale. Ici, vous avez des petites cartes qui correspondent à l'Atlantique Nord. Donc c'est dû à Christophe Cassou du CERFAX, qui fait ce qu'on appelle des analyses en régime de temps. Et vous avez sur on est en hiver ici, sur la région Atlantique Nord et l'Europe, 4 régimes dominants, 4 régimes météorologiques dominants. Le premier, alors là on a les pressions, c'est des anomalies de pression en surface. Donc normalement ici on a une dépression. Si on a du rouge, c'est que la dépression est affaiblie, dépression d'Islande. Si on a du bleu ici, c'est que l'anticyclone des Açores est lui-même affaibli. Là, ils sont au contraire amplifiés. Là, on a un anticyclone qui se pose sur l'Atlantique. Là, il se pose sur les continents, ces zones de froid intense en hiver. Et vous voyez que le système climatique le système météorologique passe 20% de temps dans cet état, 30 ici, 24, 25. En gros, le système météorologique se déplace entre ces états-là. Et c'est pour ça qu'on a, d'un hiver à l'autre, des situations qui sont extrêmement différentes. Que va faire le changement climatique? Il va modifier le temps passé dans ces états-là. Il va modifier la statistique de nos circulations météorologiques. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à définir, mais qui dépend aussi de ce qui va se passer ailleurs. C'est-à-dire que ce système nord-atlantique
hein, on appelle ça les oscillations nord-atlantiques, ils dépendent de ce qui va se passer sur l'Afrique, de ce qui va se passer sur l'Amérique, des interactions avec les tropiques. Donc il faut imaginer qu'on a tout un ensemble de systèmes régionaux qui chacun ont leurs particularités, qui chacun sont des systèmes oscillants, et que ces oscillations sont toutes couplées les unes et aux autres de manière complexe, et que la manière dont le réchauffement va les affecter, localement, extrêmement difficile à prévoir. Et on ne sait pas jusqu'à quel point c'est réellement prévisible. Donc on est confronté, là, en termes de modélisation, à une sorte de limite. Cette limite, elle conduit à regarder tout ce qui est à bord des systèmes régionaux comme un problème de recherche, qui est un problème de recherche compliqué, alors que les gens voudraient qu'on puisse donner dès maintenant des résultats sur comment vont se faire les évolutions aux échelles régionales. Donc là, on est confronté à un problème qui est un problème délicat, et je finirai en conclusion sur ce problème-là. Avant ça, je voulais juste revenir sur les résultats de nos modèles pour montrer qu'en fait, les modèles, c'est aussi une manière d'avoir une image relativement incertaine, mais aussi relativement exhaustive maintenant du système climatique. À partir de nos modèles, maintenant, on peut faire des scénarios d'évolution de l'ozone dans le futur, d'évolution des aérosols, c'est-à-dire les particules qui en principe réfléchissent, dont on peut penser qu'elles vont pas augmenter autant que les gaz à effet de serre. Donc là, c'est la réflexion, et puis vous voyez qu'on s'attend à ce que cette réflexion éventuellement diminue dans le futur. J'ai parlé des glaces de mer qui peuvent disparaître. Il y a aussi tous les écosystèmes marins, l'acidité des océans. Tout ça sont des paramètres qu'avec nos systèmes, on est capable de modéliser, mais toujours avec des incertitudes qui sont assez fortes. Donc on est capable maintenant de caractériser des impacts, de caractériser des risques, mais ce sont des risques assortis d'éléments d'incertitude qu'on peut essayer de quantifier avec difficulté, et qu'on est obligé de traduire vis-à-vis des décideurs sous cette forme-là. Alors ça a plusieurs impacts. Je dirais que pour nous, en tant que scientifiques, il y a une grande difficulté parce qu'on est dans une posture un peu délicate. On a dit, et on répète toujours avec force, que le changement climatique, c'est quelque chose d'important, qui va perturber fortement beaucoup de milieux naturels, en particulier les milieux vivants, mais beaucoup de l'hydrologie, et donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'empêcher. Si on ne peut pas l'empêcher, il faut s'y adapter. Les pouvoirs publics voudraient des réponses à cette deuxième question. Comment on s'adapte? Quelles sont les mesures qu'on doit prendre? Et en fait, on n'a pas des réponses faciles. Et on est placé devant une situation où, effectivement, on peut toujours faire des résultats qui soient... Et là, c'est le mauvais usage des mathématiques. C'est-à-dire, on a un modèle global, on peut utiliser ce modèle avec des conditions limites qui vont nous donner des résultats sur une région un peu plus petite, et puis avec des conditions limites qui vont nous donner des résultats sur une région encore plus petite, et puis donner un résultat sur cette région-là où il y a une infrastructure, c'est pas un camping, où les gens veulent savoir s'il y a des inondations en 2050. Et en fait, il y a une volonté très forte d'avoir ces résultats. Quand on voit les résultats dans les services, dans les ministères, dans les entreprises, on est vu comme si on dit qu'on ne sait pas bien. Il y a toujours un réflexe qui est le même, on a besoin de cette information. Mais simplement, on ne sait pas, même s'il y a un bon Dieu, s'il serait capable de la donner. On ne sait pas si ce système est complètement prévisible. Donc il y a une véritable difficulté par rapport à ça, parce que ça peut conduire à une mauvaise compréhension du fait que tout n'est pas prévisible dans la nature, que nos modèles ne sont pas des outils tout puissants. C'est quelque chose qui si ce n'est pas bien compris, peut conduire à ce qu'on appelle maintenant de plus en plus la maladaptation, c'est-à-dire, par exemple, décider qu'on va replanter la forêt des Landes pour faire face à des sécheresses, parce que c'est peut-être le risque dominant qu'on voit dans le futur, mais si on a beaucoup d'inondations, voilà, on va avoir un problème qui va être un problème difficile. Donc, tout ça, ça m'amène à deux choses. D'abord, c'est que la perspective autour des modèles, et je vais passer un petit peu, c'est transparent, la perspective autour des modèles, c'est une perspective qui a changé. C'est-à-dire que là où on attendait dans les modèles une démarche qui était une démarche exclusivement prédictive, on est obligé aujourd'hui d'avoir une démarche qui est un petit peu différente, qui est une démarche où on doit construire un diagnostic en utilisant la part d'information des modèles, mais en utilisant aussi
tout ce qu'on peut connaître d'un territoire donné. Et un territoire donné où nos sociétés de manière générale ne sont pas seulement confrontées au problème du changement climatique. Il y a d'autres problèmes environnementaux, le problème de biodiversité, le problème d'eau, les problèmes aussi liés aux ressources, d'autres ressources naturelles, les énergies, les minerais, et il y a le partage de toutes ces ressources et les notions donc de justice, d'éthique qui sont associées au partage de ces ressources. Donc ça définit en fait ce qu'on appelle la vulnérabilité dans certains, de certains milieux, et c'est par rapport à cette vulnérabilité que les modèles peuvent effectivement apporter des informations. Est-ce qu'en fonction, dans un milieu très vulnérable, on est bien sûr amené à se soucier beaucoup plus fortement du changement climatique que dans un milieu qui l'est moins. Et donc, le rôle de l'expert scientifique, certainement pas dans ce cadre-là de dicter des solutions. On l'a vu par exemple autour des biocarburants, une solution qui est dictée de manière rapide, en oubliant par exemple les problèmes liés aux besoins qu'on a de ces mêmes espèces biologiques pour s'alimenter. Hein. Si on fait des céréales pour faire des carburants et qu'on n'a pas pour s'alimenter, il y a des problèmes majeurs. Donc en fait, le lien entre tous les problèmes de développement auxquels on est confronté, c'est quelque chose qui ne demande pas une expertise, mais des expertises, et au bout de compte aussi un regard qui est un regard politique, éthique. Et donc je pense que là, il y a à repenser le rôle de l'interface entre ce qui est modélisation scientifique et puis prise de décision. On doit avoir des lieux où on peut confronter des expertises multiples à tout ce qui fait aussi les nécessités de la prise de décision, nécessité sociale, nécessité de justice, nécessité de souveraineté, etc., et qui ne sont pas, qui sont des phénomènes, des considérations extrêmement importantes. Donc la manière dont on utilise ces modèles est obligée de changer, et le lien entre l'expertise et la société est obligé de changer. Il y a aussi une autre considération, alors qui est plus directement liée au problème climatique dont je parlais, c'est qu'on voit bien qu'on pensait à ces problèmes climatiques comme un problème de longue échelle de temps, et on est face à une transition dans les prochaines années qui va être une transition difficile, parce qu'on aura effectivement les manifestations beaucoup plus importantes de ces problèmes climatiques, problèmes d'énergie qui vont être insuffisantes, parler de difficultés à nourrir certaines régions du monde comme l'Afrique, des problèmes de conservation, voilà, problèmes majeurs en termes de perte de biodiversité, tout ça à la fois. Donc cette transition des prochaines années, je pense que c'est une période sur laquelle on parle beaucoup de transition, mais c'est vrai que les prochaines décennies réclament certainement une réflexion particulière, qui soit une réflexion interdisciplinaire, donc à l'interface entre tous les problèmes de développement que j'ai mentionnés. Et ça, c'est probablement quelque chose qui est effectivement difficile à mettre en œuvre actuellement. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà dépassé un peu mon temps, et on a un petit peu de temps quand même pour des questions. Voilà. Bonjour, merci de votre exposé. J'ai une question de néophyte, certainement pas de climato-sceptique, hein, qu'on soit bien d'accord. Je voulais savoir, dans la robustesse de vos modèles, quelle était la part du choix des outils mathématiques. Si je prends un bête exemple, hein, on sait bien que dans une manifestation, par exemple, si on choisit une moyenne arithmétique, géométrique, harmonique, on sait que ça a une influence sur les calculs qu'on fait. Puis autre remarque, dans les modèles économiques, par exemple, on sait que l'aspect stationnarité a pu être négligé, qu'on ne tient pas toujours compte des éléments extrêmes. Donc je voulais savoir, dans le cadre des modèles que vous utilisez, comment ces choses-là sont prises en compte et quelles... voilà. Alors les modèles qu'on utilise sont des modèles très différents des modèles économiques, dans le sens où ce qu'on essaie de faire, c'est de recréer une planète qui fonctionne un peu comme la planète réelle, c'est-à-dire elle a sa vie, elle a ses évolutions. Les schémas numériques qu'on intègre, on les intègre avec un pas de temps qui est souvent de l'ordre de quelques dizaines de minutes à quelques heures pour certains modèles, donc, et on fait ça pendant des centaines d'années. Donc on est face
à un système qu'on essaie de reconstruire avec un pas de temps temporel qui est un pas de temps assez précis. Et ensuite, on a des statistiques, on regarde effectivement si on a des tempêtes. Alors, on ne peut pas avoir des cyclones, par exemple, tropicaux ou des tempêtes trop fortes avec les échelles que l'on a. Quelques modèles japonais qui ont montré que quand on augmente la résolution, on peut avoir effectivement des cyclones de manière explicite. Commencer à regarder leurs statistiques. Donc, les événements vraiment intenses, on sait qu'on les perd à ces échelles de temps-là, mais on a une très large gamme de processus qui sont ceux de l'échelle modélisée. Par exemple, est-ce qu'un modèle simule des événements El Niño? Depuis quelques années, c'est le cas. Est-ce qu'un modèle simule ce qu'on appelle des téléconnexions entre différentes régions du monde? C'est aussi quelque chose qui permet de vérifier qu'on a une certaine vérité. Pour donner un exemple, je disais tout à l'heure qu'il y avait des centaines de groupes qui validaient les modèles. Les derniers exercices du GIEC, donc c'était 2006 à peu près, les résultats des modèles qui ont été partagés ont donné lieu à effectivement entre 400 et 1000 publications qui étaient des publications de comparaison des modèles entre eux. Alors 400 ou 1000, parce qu'on a compté jusqu'à 400, après, c'est un peu comme les manifestations, au-delà d'un certain chiffre, c'est moins fiable. Toutes ces publications essaient de comparer, par exemple, sur une région donnée, la dépression du Chaco, est-ce qu'elle est bien représentée? Un processus donné, la chimie stratosphérique, est-ce qu'il est bien représenté? Donc il y a quand même un regard croisé sur l'ensemble des modèles, avec des données qui sont des données multiples. Et moi, je montrais tout à l'heure des courbes d'ozone et des courbes de... on ne peut pas bien simuler l'ozone stratosphérique si on n'a pas une circulation stratosphérique qui est correcte. Donc il y a quand même un recouvrement de toutes ces études les unes avec les autres. C'est très difficile d'avoir de bons résultats si on a quelque chose qui marche vraiment mal dans le modèle. Alors, ça oblige à une certaine robustesse. Ça oblige à une certaine robustesse. Après, là où ça devient difficile, c'est de savoir jusqu'à quel niveau de finesse on peut caractériser les erreurs, parce que les observations elles-mêmes sont insuffisantes dans bien des cas, et sont imprécises aussi. Mais disons que le niveau de connaissance qui est associé au modèle, il n'est pas exempt d'incertitude, et j'ai essayé de le dire, mais il est vraiment un cran au-dessus en termes de vérification, en termes de compréhension, en termes d'études théoriques préalables, un cran au-dessus de ce que pensent les gens. La stabilité des schémas numériques, par exemple, c'est des choses qui ont été étudiées de manière extrêmement détaillée pendant presque 20 ans dans les années 60 et 70, qui est repris maintenant. Donc il y a beaucoup de problèmes qui sont encore là, mais on est quand même un cran au-dessus de ce que les gens pensent en termes de compréhension. Tu as bien entendu parler de la grande globalité des modèles de circulation atmosphérique. Donc ce que je vais dire est un tout petit peu quelque chose que tu peux considérer comme local, qui est la constatation que la fonte des calottes polaires est bien supérieure à ce que les modèles prédisent. Comment est-ce que tu penses qu'un certain nombre de prises en considération de phénomènes plus locaux, comme par exemple la perméabilité de la glace et de l'eau dans les zones polaires, ou la façon dont les forêts absorbent ou relâchent des gaz, peut entraîner des changements assez considérables sur les modèles, même si, disons, ce que j'évoque sont des choses qui sont plutôt de nature locale. En fait, c'est effectivement une vraie difficulté. Si on prend la fonte du Groenland, par exemple, la fonte du Groenland, elle se fait saisonnièrement. Saisonnièrement, et la température devient plus chaude en surface, il y a de l'eau. Bon, l'idée générale, et en tout cas la physique inclue dans les modèles, c'était une physique qui faisait regeler cette eau en hiver. Bon, si l'eau est capable de creuser des trous dans la glace et d'aller jusqu'à la mer, ce qui semble être le cas, et qu'on n'a pas prévu dans les équations du modèle, le modèle va sous-estimer la fonte du Groenland. Donc on ne peut entrer dans un modèle que des mécanismes qu'on a compris et connus. Et donc ça, c'est une des limites de l'exercice. Il y a beaucoup de processus qu'on n'a
pas complètement compris et qui peuvent jouer un rôle, alors aux échelles locales très certainement, mais dans le cas du Groenland, c'est sûr que ça a des répercussions à des échelles qui vont bien au-delà du local. Mais c'est une des limites des modèles, c'est qu'effectivement, si on n'a pas pu comprendre, traduire en équations qui ont une validité à l'échelle globale, parce que c'est aussi une règle qu'on s'impose, on n'est pas capable de formuler un certain nombre de risques à partir des modèles. On peut le faire à partir du sens commun, mais pas à partir des modèles. Oui, j'aurais une question à poser. Dans les débats sur l'effet de serre, j'ai souvent entendu parler d'un risque d'emballement au niveau justement de l'effet de serre et donc dans le processus d'augmentation des températures. Or, il me semble que vous n'en avez pas parlé dans votre exposé. Est-ce que ça veut dire que vous écartez ce risque d'emballement? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de scientifiquement avéré ou est-ce que vous considérez que le risque existe? Oui, alors le problème effectivement, c'est qu'en voulant consacrer du temps à la description des modèles, j'en ai pris un petit peu moins pour décrire les conséquences. Ces risques d'emballement, ils tiennent à plusieurs processus. Il y a possible. Il y a un processus qu'on évoque souvent, c'est le processus type Vénus. Donc il fait plus chaud, il y a plus de gaz à effet de serre, plus de vapeur d'eau, donc il fait plus chaud, donc il y a plus de vapeur d'eau. Ça, c'est quelque chose qui, sur notre planète Terre, est modéré par le fait qu'on a une ceinture de désert. Donc à l'équateur, on est dans ce mécanisme-là. À l'équateur, plus il fait chaud, plus il y a de la vapeur d'eau, plus il y a de la vapeur d'eau, plus il fait chaud. Et on est dans un système qui est un système, je dirais, un petit peu de type Vénus. Mais on a juste à côté les grands déserts. Et les grands déserts, on n'est toujours pas assez très simple, c'est un peu Mars. C'est-à-dire qu'on a un système où l'air est sec, le sable est chaud, il envoie un rayonnement infrarouge très puissant vers l'espace, et c'est un système stabilisant. Et on a aussi une réflexion du rayonnement solaire. Donc on a cette zone équatoriale instable et de part et d'autre des déserts qui stabilisent. Et ça, c'est une caractéristique de nos systèmes terrestres qui est liée à la vitesse de rotation de la Terre. On peut regarder la manière dont se construisent les écoulements. L'air monte à l'équateur et redescend à 30 degrés nord et 30 degrés sud pour des raisons liées à la conservation du moment cinétique et à la vitesse de rotation de la Terre. Donc c'est quelque chose qui a peu de chances de changer, qui est là depuis très longtemps. Donc je ne crois pas à ce risque-là de déstabilisation. Après, il y en a d'autres qui sont peut-être plus indirects, quand les gens qui travaillent sur le rôle de la végétation, par exemple. Et j'ai un diagramme que j'ai sauté à la fin, je ne sais pas bien le commenter, mais ils me disent que finalement, si on attend une centaine d'années en plus, des changements majeurs dans la végétation peuvent peut-être doubler la sensibilité du climat, c'est-à-dire doubler la réponse climatique. Mais c'est des processus qui sont finalement pour le moment peu étudiés, et il y a comme ça des processus mal compris dont on se demande si, peut-être, mais ça reste mal compris, ça reste mal... Alors il y a un gros problème en tant que scientifique. Bon, moi j'ai tendance à dire si un processus est mal compris, on a tellement d'éléments qui nous disent qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. On n'a peut-être pas besoin d'en convoquer d'autres qui sont incertains, même s'ils sont plus importants en termes... Qu'est-ce qu'on y ferait face à des risques aussi? Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas tout et qu'on ne peut pas écarter. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas écarter, mais on ne sait pas non plus le documenter. Une question un peu citoyenne. Le citoyen doit écouter ce que disent les politiques et les scientifiques. Il doit aussi faire de temps en temps un petit contrôle pour qu'il ne soit pas trop envoyé dans des phases difficiles. Alors au début des accords de Kyoto, on avait à peu près compris. On donnait des consignes en gigatonnes de carbone, d'équivalent carbone. On disait, bon, si on ne veut pas aller dans le mur, il faut se limiter. On va prendre comme référence les années 90. Il ne faut pas qu'on rejette. Donc il faut se stabiliser à la moitié des rejets de 90. On ramenait tout ça compte tenu du nombre d'habitants sur la Terre et on arrivait à 500 kg d'équivalent carbone par personne. Ensuite, les politiques ont un petit peu conjugué ça, facteur 4 pour la France, etc., etc. On pouvait se rendre compte de ce qu'on nous demandait. Maintenant, à la suite de Copenhague, tout ça s'est mis au placard et on part avec comme objectif une température limite de 2 degrés en 2100. Comment va-t-on remonter la pendule? C'est-à-dire pas plus de 2 degrés d'augmentation en 2100. Qu'est-ce que ça va impliquer
au niveau du terrain, c'est-à-dire, est-ce que vous avez évoqué, je pense, ça doit tourner autour des courbes que vous nous avez montrées à la fin. On voit cette stabilisation à 2 degrés qui implique un taux de CO2, qui implique un rejet de la planète. Comment est-ce qu'on peut remonter cette filière pour arriver à des consignes qu'on perçoive? Alors, c'est un point que je n'ai pas voulu discuter et que j'ai effectivement laissé en espérant qu'on me pose la question, donc je vous remercie. C'est que les scénarios qui étaient ceux dont j'ai dit qu'ils étaient simples conceptuellement, c'est-à-dire on essaie de savoir quels sont les types d'émissions de gaz à effet de serre qu'on peut laisser se développer, et puis comme vous le dites exactement, on essaie de voir comment on doit les limiter avec une référence qui était exactement celle que vous avez dite, c'est-à-dire une demi-tonne par habitant en régime stabilisé. Donc là, dans la perspective nouvelle, on fonctionne par objectif, c'est-à-dire que les modèles vont essayer de calculer des chemins qui nous permettent d'arriver à un certain niveau de perturbation du système, alors qui n'est pas calculé en température, qui est calculé en watts par mètre carré, c'est-à-dire en perturbation radiative du système. Alors, je pense que ça va être très difficile à expliquer au grand public, ça c'est une des choses qui me préoccupe, mais la manière dont c'est effectivement formulé dans la plupart des scénarios actuels, c'est cela, c'est ce qu'on appelle les RCP, qui vont être une des bases du prochain rapport du GIEC, c'est-à-dire on va se limiter à 2,5 watts par mètre carré, ou au contraire, on va aller à 8,5 watts par mètre carré, et puis on va choisir, on va essayer de calculer les évolutions des gaz à effet de serre qui sont compatibles avec ces objectifs-là, d'un côté, et puis ensuite, si on laisse faire le système climatique jusqu'à ces niveaux de perturbation, quels sont les dommages qu'on peut attendre aussi d'un autre côté. Alors, en termes scientifiques, c'est une approche qui est très intéressante parce qu'elle permet de mettre d'un côté l'effort qu'on doit faire, puis de l'autre, la pénalité qu'on a si on ne le fait pas. Donc il y a une capacité à juger les différents scénarios qu'on cherche à s'imposer en direct, qui est liée à cette notion d'objectif. Que représente vraiment un objectif qu'on se donne? Mais donc c'est un système de modélisation qui est un petit peu différent, auquel on va fonctionner un peu en mode inverse. Donc, quelles sont les trajectoires de CO2 qui permettront d'atteindre tel objectif? Après, je pense qu'effectivement, pour un processus de décision politique clair, on aura besoin aussi, je pense, d'objectifs simples et clairs. Il faudra certainement les déduire de ce travail. Mais ça, c'est une vision personnelle. Je pense que cette complexité, elle est très importante pour prendre en compte la réalité de ce que l'on peut faire. Je pense que la traduction politique de ces données-là, elle devrait être un peu élaborée pour avoir des messages qui soient simples et qui puissent être pris en compte. On peut prendre encore une dernière question, si quelqu'un a une question. Eh ben non. Il n'y a plus de questions. Bon, je vous remercie d'être venu. Merci de votre présence.